complète et d'un budget surtout avec notre fiche de prix qui nous allons faire aujourd'hui ici en ligne. Nous avons le grand plaisir de vous accueillir ici chez nous pour cette séance d'information. Tout ceci s'inscrit dans le programme de la GIZ, de la coopération allemande, le programme Business Support Facility, qui est un programme qui intervient dans deux projets sœurs, dans le Agribusiness Facility et le programme MOVE, qui respectivement travaillent en Afrique, sur le continent africain et avec un focus dans le projet MOVE sur l'Afrique de l'Ouest, sur différents axes d'intervention que vous connaissez très probablement déjà de la présentation du premier webinaire. Ceci s'inscrit dans le deuxième output, dans le deuxième grand axe d'intervention du programme, qui est exactement ce mécanisme de soutien aux entreprises pour des chaînes de valeur agricoles plus résilientes. Et nous nous trouvons ici aujourd'hui en processus, en plein milieu du processus du troisième appel sur les chaînes de valeur de l'anarcade, du cacao, du maïs et du bétail. J'ai le grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Cette séance d'information est déjà, on va dire, quelque chose de très positif que nous sommes ici ensemble. Parce que vous avez, et on va vous expliquer ça en détail, vous avez eu des propositions de projets assez fortes que le comité d'évaluation et ensuite nos bailleurs de fonds que je veux aussi citer, qui sont l'Union européenne dans leur directorat général de partenariat international, INTPA, et l'Organisation des États de l'Afrique, du Caraïbe et du Pacifique, OACPS, et le ministère fédéral allemand de la coopération au développement économique et du développement, ont jugé vos propositions assez fort pour que vous pouvez élaborer avec nous une proposition complète et surtout le budget qui va avec ça. Donc, c'est une bonne nouvelle que nous sommes ici ensemble. J'ai le plaisir de faire ça avec deux collègues très expérimentés que vous connaissez aussi déjà. J'ai Monsieur Dr Bernard Akbo, qui a déjà aussi sa caméra ouverte, vous le voyez, et mon cher collègue Abdel Ibrahima Safiri, qui est notre gestionnaire, notre finance manager dans le projet MOVE, qui vont faire avec vous aujourd'hui, ensemble avec moi, Bastien Domke. Je suis chargé de la composante développement du secteur privé et responsable du côté MOVE pour le fonds de contrepartie dont nous travaillons. Nous allons faire cette séance ensemble. Ceci va se tenir assez classique. On va d'abord regarder ici ensemble l'historique de cet appel, où nous sommes, et on va aller un peu plus en profondeur dans la matière, dans les formulaires, dans le budget nécessaire. Et pour ceci, je ne veux pas retarder. On va faire d'abord des présentations. Je propose que Bernard, tu peux commencer ta présentation. Ensuite viendra Abdelhak. Et puis, on aura largement le temps de aussi ouvrir et partager avec vous les fichiers Excel que vous allez utiliser, les fichiers ou bien le documentaire Google Forms qu'on va utiliser. Et on a le temps et l'espace pour les prochaines presque 2 heures pour toutes questions. Mais commençons avec la présentation. Soyez attentifs. S'il y a des choses à noter, à commenter, mettez-les, apuntez-les, écrivez-les. Aussi dans le chat, on monitore assez prochainement le chat, alors n'hésitez pas. Bernard, la parole est à toi. Merci beaucoup. Merci Bastien. Je voudrais dire bonjour à tout le monde, chers participants, chers futurs partenaires des chaînes de valeur de l'anacade, du cacao et du bétail. Donc quand on parle du bétail, c'est les bovins, les ovins, les caprins. Donc je me rallie à Bastien, mon cher collègue Bastien qui vient de parler, pour vous dire mes félicitations aussi d'être là aujourd'hui avec nous, d'avoir été, disons, présélectionné à travers vos propositions que vous avez envoyées.
pour la suite de cette compétition dans le cadre du fonds compétitif. Donc, de contrepartie, que nous, disons, deux projets, donc le Move comme Cachou et l'Agribusiness Facility for Africa, à travers les financements de l'Union européenne et de l'OACP, donc mettons à votre disposition. Donc sans plus tarder, je ne vais pas répéter, Bastien a déjà fait une très bonne introduction. Et mon rôle maintenant, c'est de vous présenter un peu, disons, la partie technique concernant ce webinaire qui concerne essentiellement le développement de vos propositions complètes. Donc, vous aviez il y a quelques semaines, mois, envoyé des notes conceptuelles, mais aujourd'hui, nous sommes à l'étape de développer une proposition plus complète avec un peu plus de détails. Donc, ce que nous allons vous présenter aujourd'hui, c'est de vous donner, disons, une mise à jour sur le processus, donc ce que nous avons fait juste là. Et après, nous allons parler un peu de comment élaborer une proposition complète, donc à travers ce que nous vous offrons aujourd'hui comme, disons, appui en la matière, à travers les différents documents. Et ce qui va suivre, ce serait vraiment de vous donner un aperçu sur ces documents, que ce soit le modèle de proposition complète, donc la fiche. Et il a aussi ce que nous appelons l'annexe 2 qui concerne les indicateurs clés de performance du projet. Et ensuite, nous avons le budget que mon collègue Hack va vous présenter. Nous avons aussi le mémorandum de l'accord entre les parties prenantes, donc les membres du consortium, qui est aussi une autre fiche. Et comme Bastien l'a dit, nous aurons une bonne partie questions-réponses et essayer de mettre vos questions dans le chat. Ça va nous aider à mieux comprendre. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment disons, une présentation d'université, mais ici c'est un travail pratique pour comprendre davantage comment vous allez soumettre votre proposition. Donc c'est à vous vraiment de nous poser les questions qu'il faut et de prendre. Donc, nous avons prévu 2 heures de temps, donc on aura assez de temps pour répondre à vos questions. Donc si je reviens ici sur le processus, comme vous le voyez ici sur ce graphique, la chronologie, nous avons commencé depuis juillet, donc le 8 juillet a lancé l'appel à proposition à travers les notes conceptuelles. Donc on a fait un certain nombre de webinaires pour vous expliquer un peu le processus, comment soumettre des propositions, de quoi il faut faire attention. Donc, et vous avez pris le temps à rédiger ces notes conceptuelles que vous avez soumis. Et le délai était le 18 août dernier. Donc, quand on a reçu ces notes conceptuelles, on est allé à l'évaluation. Et par rapport à l'évaluation, c'est une commission internationale d'experts qui nous ont aidés à faire une première évaluation et ensuite les notes conceptuelles qui ont été présélectionnées par cette commission ont été envoyées au conseil d'administration du fonds qui est composé de l'Union européenne et du secrétariat de l'Organisation des États africains et Pacifiques. Donc ça s'est passé en septembre et nous voilà maintenant aujourd'hui le 8 octobre, donc qui est la date à laquelle nous vous entretenons sur comment élaborer les propositions complètes. En temps, il y a une semaine, vous avez reçu de nous, que ce soit au niveau du cajou ou bien des zones chefs de valeur bétail, cacao, maïs, vous avez reçu de nous notre information, vous félicitant d'avoir été présélectionné et aussi quelques indications déjà sur lesquelles nous allons revenir dans cette
au cours de cette, disons, présentation. Le reste, c'est du chemin à faire est là. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus parce que je vais en parler encore tout à l'heure. Donc, après que vous avez soumis la proposition, les autres étapes vont suivre. Par rapport à la mise à jour sur le processus, c'est bien de vous informer que, comme vous le savez, il s'agit de 79 pays, donc États membres de l'Organisation des États Africains et Pacifique. Donc c'est beaucoup de pays. Et par rapport à ça, nous avons reçu 438 candidatures au total pour toutes les chaînes de valeur considérées. Et quand nous avons disons, un peu sommer ça du point de vue de ce qui est le montant que ces 438 propositions ont demandé. Ça faisait l'ordre de 35 millions d'euros, donc c'est beaucoup d'argent. Et si on avait l'argent, peut-être qu'on allait dire, bon, les propositions, toutes sont bonnes, et on n'allait pas aller à trop disons, d'évaluation et ainsi de suite. Mais comme c'est une compétition, on a continué la compétition. Du point de vue répartition, ici, vous voyez, bon, la grande partie est venue des pays anglophones, 3 quarts des propositions, 1 quart environ des pays francophones. Et du point de vue, disons, répartition géographique, disons, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est se partagent près de 80%, je dirais, des propositions, 40% de l'Afrique de l'Est, 40% de l'Afrique de l'Ouest, et les autres, l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud et les Caraïbes ont environ, disons, une vingtaine pour cent. Donc voilà un peu le schéma que nous avons eu le 18 août, quand on a reçu toutes les propositions. Voilà un peu comment ça se présente. Ensuite, nous avons du point de vue disons, des chaînes de valeur. Je viens de parler tout à l'heure du point de vue de la langue, du point de vue de la répartition géographique. Donc, du point de vue des filières, des chaînes de valeur, vous voyez ici l'anacarde et le maïs disons, le bétail ont eu les proportions les plus grandes, donc environ 35% sont venus, des proportions sont du maïs, et 25% de l'anacarde et 20% du bétail. Le reste concerne le cacao, les ovins et les caprins, dans les proportions que vous voyez ici sur le graphique. Bon, ici, on est allé un peu plus dans le détail avec la carte d'Afrique et la carte des Caraïbes Pacifiques pour vous montrer d'où les propositions reçues sont venues. Donc, vous voyez ce que les différentes couleurs ici indiquent un peu, disons, les différentes chaînes de valeur et aussi la grandeur des propositions. Vous voyez, Tanzanie a fait vraiment encore le plein, comme on en avait eu au premier appel, et aussi suivi du Nigeria, et en Afrique de l'Ouest, on a un certain nombre de pays aussi qui ont envoyé beaucoup de propositions. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous aurez cette présentation après si vous voulez regarder plus davantage. Donc, quand on a reçu ces propositions, nous avons fait ce que nous avons appelé un peu un tri, un premier tri, parce que vous rappelez dans les directives du fonds, nous avons parlé des critères d'éligibilité. Donc, au lieu d'envoyer toutes ces propositions, ce qui serait très très difficile aussi pour notre comité d'évaluation, nous, au niveau de la GIZ, on a utilisé les critères d'éligibilité, donc que vous connaissez bien. Il faut que la proposition soit d'une des filières concernées, il faut que ça soit d'un des pays ACP, il faut que le chef de file ait la part la plus importante au budget. Il faut que si c'est un consortium, c'est-à-dire vous travaillez avec un consortium, il faut que la partie, disons, prenante du consortium aussi contribue au budget, ainsi de suite. Je ne vais pas rappeler tous ces critères, mais vous les connaissez et c'est sur ces critères que vous avez travaillé pour être là aujourd'hui. Donc, quand on a mis en jeu tous ces critères,
on est venu à un tamis. Et le tamis nous a ramené à 143 propositions pour ce qui concerne le cacao, le maïs et le bétail, donc les filières de l'élevage. Et au niveau de l'anacarde, on est revenu à 51. Si vous rapportez aux chiffres que j'avais montré tout à l'heure, vous voyez, il a eu un grand travail qui a été fait et qui a ramené ce chiffre à, disons, pratiquement au tiers. Parce que là, bon, pas le tiers, au moins à moitié quand même. Donc, et vous voyez, 183 sont tombés au niveau de cacao, de maïs et l'élevage, et 61 sont tombés au niveau de l'anacarde. Donc, pour passer ce filtre, il fallait respecter vraiment les critères d'éligibilité. Et c'est ça qui nous a permis d'avoir maintenant, disons, ce nombre que nous avons amené au niveau d'un atelier qui a eu lieu à Cotonou au Bénin du 9 au 13 passé, où nous avons réuni 28 experts de 14 pays qui nous ont aidés pendant toute la semaine, durant les 5 jours, à évaluer les propositions qui ont été amenées à cet atelier-là. Donc, le processus d'évaluation s'est déroulé en 4 étapes. Il faut dire que de plus en plus, nous faisons l'effort aussi. Les changements climatiques obligent d'utiliser moins de papier. Donc, nous avons travaillé beaucoup, disons, avec nos ordinateurs. On n'a pas vraiment imprimé quelque chose. Donc, c'était vraiment très, très bien de travailler directement sur la machine. Et on a eu les outils pour ça. Donc, on a eu des évaluations individuelles qui ont été faites par les membres du comité d'évaluation. Dans certains cas, il y a eu 2 évaluateurs qui ont évalué une proposition. Dans d'autres cas, il y a eu 3. Donc, en fonction de la densité, disons, du nombre de concepts notes qu'on a. Mais néanmoins, il y a eu des discussions ensuite en sous-groupe pour décider, parce que la notation individuelle a été faite, mais quand il y a trop de discordance entre les notes faites par chacun, il y a eu des discussions pour comprendre et prendre des décisions. Donc, en dehors de ces discussions en sous-groupe, il y a eu des plénières spécifiques pour chaque chaîne de valeur pour valider et pour présélectionner, donc avoir une liste d'attente. Et c'est cette liste qui a été fait et validée aussi dans une plénière finale. Donc de tout le processus, on a encore discuté. Il y a eu même des présentations qui ont été faites par les membres du comité d'évaluation. Donc de ces propositions qui ont été retenues, un certain nombre ont été présentées de manière vraiment comme on vend de la marchandise, comme on le dit, pour convaincre davantage l'audience. Et on est arrivé à avoir 50, disons, un certain nombre de propositions qui ont été soumises maintenant au conseil d'administration du fonds, donc qui est composé de l'Union européenne et de l'OACP. Donc cette, disons, soumission a été faite aussitôt le lendemain. Donc on avait fini, je crois, le 14. Et déjà, le 14, le vendredi, le 16, le lundi, c'était déjà sur leur table. Donc c'est pour respecter les échéances. Donc on a travaillé d'arrache-pied, même dans le week-end, pour être prêt. On les a soumis le dossier donc, de ceux qui ont été présélectionnés par le comité d'évaluation. Et déjà aussi, ils ont été vraiment rapides. En 2 semaines, au plus, on a eu dans un premier temps un premier, disons, feedback d'eux, et ils ont posé certaines questions. On a répondu à travers ce qui était, disons, retenu par le comité d'évaluation. Et après, ils ont examiné et ils nous ont donné l'approbation finale le 1er octobre sur 52 notes conceptuelles qui ont été présélectionnées pour prendre part à cette pour la prochaine étape et vous êtes, disons, les heureux gagnants.
Donc, ces 52 notes conceptuelles, pour votre information, sont encore de 25 pays. Donc, vous voyez la carte encore ici. Et on est venu de 400 et quelques, mais la carte nous montre aussi qu'il a eu encore une bonne répartition qui est là, donc de 25 pays africains. Et avec les différentes couleurs, vous allez voir les chaînes de valeur qui sont concernées. Donc, ça, c'est ce que le comité disons, d'administration du fonds nous a donné comme approbation et nous avons informé officiellement que vous avez été retenu pour la suite, donc pour soumettre votre proposition complète, élaborer et soumettre votre proposition complète. Donc vous voyez aussi les pourcentages. Nous avons encore une vingtaine de propositions dans le cadre de l'ANACAD. Nous avons 14 propositions au niveau du maïs et au niveau du cacao, 7 propositions. Maintenant, le bétail, si on prend les bovins, les caprins, les ovins, nous avons encore 11 propositions ensemble. Donc, les 52, voilà comment la répartition et les pays concernés sont encore là. Vous pouvez les voir. Donc, en gros, une grande partie de l'Afrique de l'Ouest et une grande partie en Afrique de l'Est. Quelles sont les prochaines étapes? Donc, quand maintenant nous sommes en train de faire cette session aujourd'hui, c'est pour vous appuyer, comme on l'a dit, pour répondre, élaborer votre proposition complète. Et là, d'ici le 3 novembre, vous allez soumettre vos documents. Donc voilà le calendrier. On a précisé dans la lettre qui vous a été aussi envoyée. Et pendant ce temps, nous allons vous accompagner pour ce processus. Donc, on est en train de vous expliquer aujourd'hui à travers ce webinaire comment ça va se passer, mais vous avez la possibilité, surtout par rapport au budget. Dans l'expérience passée, on a su qu'il a eu beaucoup de difficultés sur le budget. Donc, on peut aussi vous donner des feedbacks. Donc, vous pouvez nous contacter pour des questions la semaine, dans les, disons, même la semaine après la soumission, on peut encore vous poser des questions pour avoir vraiment de précisions sur le budget. Et finalement, on aura l'évaluation des propositions complètes par le même comité d'évaluation. Cette fois-ci, on n'a pas les moyens pour les regrouper quelque part, mais on va le faire en ligne. Donc, on va leur envoyer vos dossiers et ils vont analyser et ils vont nous avec, disons, la fiche de notation, ils vont nous donner un scoring et faire aussi leurs commentaires. On ne va pas s'arrêter là. On va aussi faire des entretiens avec vous, les chefs de file, donc postulants, et aussi vos partenaires de consortium. Donc, vous allez vous apprêter pour ces entretiens. Ces entretiens nous permettent de voir qui est derrière le dossier, parce qu'on a eu beaucoup de dossiers qui ont été aussi écrits par l'intelligence artificielle. On ne souhaiterait pas rester dans ce nuage. On veut savoir que les gens s'approprient vraiment de leur dossier, défendent leur dossier. Comme je vous l'ai dit, même pendant notre atelier à Cotonou, déjà même des membres du comité d'évaluation ont défendu des dossiers. Donc, c'est qu'ils étaient convaincus que ces dossiers étaient bons, ils ont défendu auprès de leurs pairs. Donc, c'est à vous maintenant de prendre vos dossiers et de les défendre à travers des entretiens en ligne qu'on aura, et ça nous convainc davantage. Et tout ça là, pris ensemble, va permettre d'aller vers encore le conseil d'administration à travers une documentation des résultats de l'évaluation finale. Et c'est la décision du conseil d'administration qui sera la dernière qu'on aura. Mais ça, c'est tout ce qui concerne technique. Donc, on va s'arrêter jusqu'en décembre sur ces aspects techniques, mais on doit continuer sur les aspects un peu financiers, donc de contrôle d'éligibilité commerciaux, administratifs et juridiques, c'est-à-dire est-ce que en faisant un contrat avec vous sur les montants demandés, vous serez capable de gérer correctement ces fonds. De quoi il s'agit? Donc, ce qu'on appelle le due diligence, on doit le faire, donc faire ce contrôle. Mais ce n'est pas, au fait, c'est la fin de ce contrôle. Le contrôle même va commencer même maintenant. Hein, donc, tout à l'heure, mon collègue Hak va revenir là-dessus. Et on espère qu'en février-mars, nous allons établir les contrats et avec vous. Et en avril-mai,
au plus grand tard, on aura les premiers décaissements et la mise en œuvre des projets va commencer. Donc voilà un peu le chronogramme, comment ça va se passer après, disons, que vous ayez élaboré et envoyé vos propositions complètes. Donc, ce webinaire que nous organisons aujourd'hui, c'est vraiment pour vous assister. Et donc, je ne vais pas me répéter. Nous avons nos sites web et il a beaucoup d'informations là-dessus. L'année passée, on avait organisé beaucoup d'autres webinaires pendant cette étape. Mais cette année, nous avons été plus, disons, laborieux au niveau de la note conceptuelle où les collègues experts dans les différents domaines, que ce soit les formations, que ce soit le domaine du genre, le domaine du changement climatique, nous ont aidés à faire des webinaires que nous avons enregistrés. Donc tout ça là a été déjà enregistré et est sur nos sites web. Les présentations PowerPoint aussi sont sur nos sites web. Donc vous avez accès. Il serait inutile de répéter la même chose. Pour nous, on a beaucoup aussi d'autres choses à faire. Donc ce qui existe, existe et à vous d'utiliser. Et les deux sites web sont là. Donc que ce soit pour le CADU ou bien pour, disons, l'Agribusiness Facility for Africa pour les autres chaînes de valeur. Donc, pour concernant le budget, je voulais m'appesantir encore sur le fait que nous ne vous lâchons pas, même après cette présentation d'aujourd'hui, il y aura une assistance continue à la demande. Donc, on vous l'offre, que ce soit la compréhension des fiches au niveau du développement de votre position complète, les indicateurs clés de performance, le budget. Donc, tout ça, nous sommes disponibles, mais ce serait du cas par cas. Si quelqu'un envoie un email, je ne comprends pas tel et je veux plus d'explications, on peut lui donner. Mais je vous informe que sur notre site web, il a beaucoup d'informations déjà. Donc, à vous d'exploiter et vous allez voir que vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, ici, ce que vous voyez, nous vous avons déjà envoyé ça concernant les autres chaînes de valeur en dehors de l'ANACAD. Donc, l'ANACAD, on n'a pas utilisé, disons, cette fenêtre-là que nous avons appelée la connexion restreinte. Donc, ça concerne le cacao, le maïs et le bétail. Nous vous avons envoyé dans la lettre cette possibilité d'avoir accès à cette connexion restreinte. Et de là, vous avez tous les documents à télécharger. Je vais faire la démonstration tout à l'heure pour vous montrer parce qu'on est en train de recevoir beaucoup d'informations que vous n'arrivez pas à avoir accès comme on le souhaité. Donc, en dehors de la feuille du budget que nous vous avons déjà envoyé directement, parce que cette fiche-là contient des macros et c'est bon que ça soit envoyé par email, donc on l'a envoyé. Et sinon, tous les autres documents sont en ligne. Et je reprécise encore, ça c'est pour les chaînes de valeur cacao, maïs et bétail. Pour ce qui concerne l'ANACAD, tous les documents nécessaires vous ont déjà été envoyés, si je ne me trompe. Donc, par rapport à la démonstration maintenant, j'espère que les dieux de la technique vont être avec moi. Et je vais vous montrer les documents, disons, nécessaires, obligatoires. Il en a 4. Je vais vous montrer 3 des 4, c'est-à-dire la proposition complète, la fiche des indicateurs clés de performance, donc pour le cacao, le maïs et le bétail, mais aussi pour l'ANACAD. Donc il a une petite différence entre les indicateurs, pas trop, mais je vais vous montrer les deux fiches. Maintenant, aussi le protocole d'accord, donc le Memorandum of Understanding, comme on le dit en anglais, et maintenant, après Hack va revenir sur l'aspect du budget un peu plus dans le détail. Donc voilà, tous ces documents ont été envoyés en anglais et en français. Donc on aura le même webinaire tout à l'heure, cet après-midi en anglais. C'est pour éviter qu'on ait trop de difficultés, qu'on a séparé les deux groupes pour plus de compréhension. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire. Maintenant, permettez-moi d'aller en ligne, changer un peu mes fenêtres
pour vous montrer comment qu'elle a déjà fait ça. Elle aurait eu cette page. Maintenant, je lis un peu ce qui est ici. On n'a pas le temps de tout lire maintenant, mais il faut le lire pour comprendre la suite. Et la suite me donne accès, on dit quand et comment envoyer la proposition complète. Donc, ça donne accès aux documents et des annexes dont j'ai parlé. Donc, je clique ici, quand je mets ma souris, ça me montre que je peux cliquer sur le modèle de proposition complète. Je clique et c'est ça qui vient et je peux télécharger. Donc, quand ça vient, vous allez voir, ça vous donne la possibilité de télécharger ici, Download File. Il faut le télécharger sur votre ordinateur maintenant. Donc, vous cliquez, vous avez la proposition complète, le modèle qui vient, et vous téléchargez sur votre ordinateur. Je profite pour vous montrer rapidement qu'est-ce qu'il y a dans cette proposition complète. Certains ont peut-être téléchargé, ils ont commencé. Donc, nous avons le titre ici. Donc, voilà le pays, chaîne de valeur, titre du projet. Donc, vous remplissez et vous continuez. Ici, il a une note explicative comme on avait eu dans le cadre de la note conceptuelle. Donc, vous avez les détails concernant, disons, vos informations. Donc, tout ça, vous êtes habitué maintenant. Vous remplissez par rapport au demandeur principal et par rapport au consortium. Donc, vous continuez. Vous allez voir ici, chaque fois, il a, disons, des choses en rouge. Résumé exécutif, ça vous donne ici l'explication de ce qu'on n'entend par résumé exécutif. Donc, essayez de lire correctement ça pour bien remplir. Et ici, c'est la fenêtre pour remplir. Donc, quand vous cliquez, vous rentrez dans la fenêtre, vous pouvez remplir en fonction du nombre de caractères qu'on vous donne. Et ça, c'est ainsi de suite. Donc, vous avez le contexte. Et je ne vais pas répéter tout ici, mais c'est pour vous dire que le rouge donne l'explication et vous avez la fenêtre pour remplir. Et ce qui s'est ajouté ici, surtout, c'est les méthodes de mise en œuvre qui n'étaient pas, disons, dans la note conceptuelle. Donc, il faut vraiment les décrire correctement. Et les justifications étaient là-bas, mais il faut les détailler un peu plus maintenant. Et l'intégration du projet et jusqu'à l'autonomisation des femmes, donc le genre. Donc, comment vous le voyez, et là, les aspects qu'on a ici, c'est que est-ce que vous avez d'autres financements? Vous avez reçu d'autres financements, donc vous allez les décrire ici, c'est-à-dire le travail que vous faites, peut-être vous avez déjà reçu des financements, ce soit de l'Union européenne ou bien d'autres bailleurs, donc à vous de décrire et de nous dire ça depuis quand, ainsi de suite. L'allocation des ressources, comment les ressources vont être allouées, ce que vous demandez, donc comment ça va se faire, donc c'est ici. Et maintenant, par rapport à l'équipe de gestion du projet aussi, donc qui sont ceux qui seront dans la mise en œuvre de ce projet, donc vous nous expliquez ça correctement ici et disons les aspects de durabilité aussi ont été abordés ici et l'évaluation des risques et aussi les aspects de suivi, évaluation, les rapports ont été aussi abordés. Donc, il faut le lire et le remplir. Et à la fin, on aura les aspects comment être, de visibilité et communication aussi. Donc, qu'on a décrit, détaillé ici, avec tous les logos qui vont avec. Et à la fin, la durée de mise en œuvre, le projet va de quand à quand en termes de nombre de mois, mais en termes de calendrier. Donc, il faut le dire. Et nous avons aussi le plan de travail qui est très important. Donc, vous rentrez là-dedans, vous mettez l'activité, le jalon et aussi les mois qui concernent les différentes activités. Et à la fin, enfin, vous avez une date. Donc, vous mettez la date et la signature. Ça peut être votre signature ou bien votre nom qui montre que vous avez lu tout et vous avez signé, vous êtes d'accord sur ça. Donc voilà un peu comment se présente cette fiche de proposition complète. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut encore en parler. Et ce qui suit, excusez-moi, c'est les indicateurs clés de performance. Donc, ça, c'est l'annexe 2. Donc, vous faites la même chose. Vous cliquez
Quand vous cliquez ici, vous voyez, bon, ça me montre quelque chose comme si je ne pouvais pas l'ouvrir. Mais si vous allez dans Download File, ça, je vais le télécharger. Vous voyez, j'ai pu le télécharger déjà. Donc, je peux ouvrir à partir d'ici en le téléchargeant. Donc, il m'envoie un message, il faut dire yes et vous allez avoir ça finalement téléchargé. Tout à l'heure, j'ai discuté avec un de mes collègues ici, Lucas. On peut vous envoyer aussi tous ces fichiers-là par email. C'est peut-être une question qui peut venir tout de suite, mais on peut vous envoyer. Pourquoi on a voulu que vous ayez lié sur le site web? C'est qu'il a beaucoup d'autres informations sur le site web que vous pouvez avoir accès. C'est pourquoi on vous a envoyé sur le site web. Mais néanmoins, si vous avez des difficultés, on va vous envoyer les fichiers aussi par email, ces fichiers-là. Donc, concernant les indicateurs clés de performance, comme vous voyez ici, il a deux aspects. Il a un aspect qui concerne ce que vous devez remplir obligatoirement. On a mis doit, là, tout ce qui est doit être rempli. Et il a des indicateurs que nous avons appelés facultatifs. En fonction de votre projet, vous pouvez répondre ou non. Parce que tous les projets ne remplissent pas peut-être cet indicateur-là. Donc, vous allez parcourir tout ce qui est droit. On veut avoir vos chiffres là. Donc, vous avez la donnée de base, vous avez la cible. Donnée de base, c'est ce que vous avez actuellement comme, disons, référence. Si vous faites déjà des formations peut-être dans un domaine donné, vous avez un certain nombre de gens formés, vous mettez ça, et combien vous voulez atteindre à travers à travers ce projet que vous nous soumettez, et à la fin, quelle sera la source de vérification, et peut-être s'il a des hypothèses autour de comment, donc ceux qui travaillent un peu dans la gestion des projets connaissent cet outil. Donc, vous allez essayer de remplir. N'oubliez pas de mettre comment que vous éditez ce document, sinon vous ne pouvez pas le remplir. Donc, ici, il faut mettre Enable Editing et vous allez, ça va vous permettre d'écrire là-dedans. Sinon, vous ne pouvez pas écrire. Vous voyez, maintenant, je peux écrire des choses ainsi de suite. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. En bas complètement, nous avons aussi les niveaux d'impact. Donc, il a un certain nombre d'indicateurs qui sont là, donc que nous avons mis, et vous devez répondre comment vous, disons, vous contribuez à ces niveaux d'impact, parce que c'est en agrégant tout ça là que nous arrivons à avoir finalement les indicateurs qui seront fournis et répondre aux objectifs du projet et nous permettre de communiquer avec les bailleurs. Donc, c'est le deuxième document. Troisième document, si je peux... Non, avant d'aller sur ça, je voudrais montrer la même chose concernant l'ANACAD. C'est presque, comme je le disais tout à l'heure, les indicateurs clés de performance sont presque identiques, mais il a des spécificités concernant l'ANACAD. Si vous regardez mon écran, vous voyez au début, ici on a parlé des formations, on a aussi les formations de l'autre côté, mais ici, quelque chose qui s'est ajouté, c'est qu'il a un certain nombre d'informations concernant les spécificités pour l'ANACAD que vous allez voir, un certain nombre d'indicateurs. Donc, tout à l'heure, ce que je vous ai montré, c'est 16, mais ici, c'est 21 parce qu'il a un certain nombre d'indicateurs spécifiques à l'ANACAD qui se sont ajoutés. Mais ce qui est important ici, on a mis parmi les indicateurs sélectionnés uniquement les indicateurs pour lesquels vous ou vos partenaires de construction peuvent directement rendre compte. Donc, on est dans la même logique. Bon, là-bas, on a mis certains indicateurs sont obligatoires. Ici, on vous laisse la possibilité de choisir ceux que vous pensez que vous pouvez rendre compte à travers votre projet. C'est ça qui fait un peu la différence. Et certains, comme je l'ai dit, se sont ajoutés surtout en termes d'adoption d'impact
et aussi en termes d'amélioration des performances de la chaîne de valeur, il a des indicateurs qui se sont ajoutés. Donc je ne peux pas lire tout ça là. Comme je l'ai dit, si vous ne comprenez pas quelque chose, posez-nous la question, on est prêt à vous répondre. Mais voilà un peu la différence entre les deux, disons, types de schémas d'indicateurs. Maintenant, avant de donner la parole peut-être à Hack, permettez-moi de cliquer encore une dernière fois. C'est sur le document de mémorandum, donc de protocole d'accord entre, disons, le demandeur principal et les membres du consortium. Ce document, vous l'avez déjà rempli une fois comme lettre d'entente, mais ici, c'est un peu plus dans le détail. Ici, ça nous permet de voir les rôles et les responsabilités plus en détail. Donc, vous allez, tout ce qui est partie verte, vous devez les remplir correctement et n'oubliez pas de faire signer par les parties prenantes. Donc, à la fin, vous allez voir les signatures et c'est très important. Donc, vous allez les faire signer et nous l'envoyer. Donc, ce document est aussi très simple à vous de le lire et de comprendre et de le faire remplir correctement avec les rôles et responsabilités. Donc, je crois que c'est de ma part, c'est l'essentiel concernant, disons, la présentation actuellement. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est là où je vais m'arrêter et inviter mon collègue. Je ne sais pas si on va aller directement ou bien on fait une pause pour les questions avant de continuer sur l'aspect de choses, des finances. Donc voilà. Merci beaucoup, Bernard. Merci beaucoup. Vraiment, c'était très compréhensif. Je pense qu'on a vraiment eu beaucoup d'informations. Je note aussi qu'il y a déjà une petite main levée de notre collègue Draman Traoré. Alors, je pense, on va te remercier beaucoup pour la présentation et je vais prendre quelques questions de clarification, de compréhension seulement avant que Hack peut poursuivre avec la présentation, s'il vous plaît. Alors, on va essayer d'ouvrir le microphone pour ceux qui lèvent la main avec la fonction lever la main que vous voyez en haut de votre MS Teams. Merci beaucoup. Alors, merci, Monsieur Peut-être. Draman. Vous avez la parole, mais vous avez également écrit dans le chat déjà. Alors, je prends peut-être la question dans le chat. Ah, allez-y. Il semble que son micro n'est pas ouvert. Vous, Bon, vous n'avez pas, vu que il n'a pas ouvert son micro. Vous pouvez ouvrir votre micro, monsieur. C'est ouvert maintenant. Vous pouvez parler peut-être, je ne sais pas. Sinon, vous pouvez aussi écrire dans le chat. voilà, exactement. Alors là, c'était évoqué par M. Draman. Bonjour à tout le monde. Je n'ai pas bien compris le plan de travail et aussi je veux savoir si le budget peut être réduit ou augmenté. Alors, Ok. pour le, pour, Ouais. pour le premier, le plan de travail, je pense que ceci va se clarifier une fois qu'on va vraiment regarder avec un peu de temps le document soi-même. S'il y a des spécificités dont vous voulez encore des clarifications, on peut aussi faire ça bilatéral après, ça ne dérange aucunement. Pour la question du budget, on va mettre ça au parking parce que Hack, il va toucher sur ça. Exactement. Merci. Maintenant, j'avais aussi la main de Monsieur Christian. Excusez-moi, j'arrive pas à lire tout le nom. Devons-nous? Vous avez la Oui, c'est parole. bien ça. C'est bien ça. OK. Merci beaucoup. D'accord. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Euh, Déjà vous remercier pour cette opportunité que vous nous donnez et toutes les explications très claires pour faciliter le processus. J'avais deux questions. Une dans la logique de mon prédécesseur. Je ne sais pas si ça va au garage aussi. C'est de comprendre quel niveau de flexibilité nous avons
par rapport à la note conceptuelle en termes de modification de ce qui était prévu. Et deuxième question, je ne sais pas si j'ai raté l'information quelque part, mais pourrions-nous avoir une idée sur combien de propositions sont attendues au final pour être financées et en termes d'enveloppe budgétaire globale disponible? Merci à vous. Très bien. Mhm. D'accord, merci beaucoup. Je regarde un petit peu dans le chat. Il y a aussi une question de M. Broncon-Mapto. Dans le modèle, lorsqu'on finit de renseigner ce qu'il y a à renseigner, peut-on supprimer les consignes en rouge dans le document final? Bernard, ça, tu peux répondre rapidement. Ouais, je peux répondre rapidement. On n'a pas besoin de supprimer, ça ne gêne en rien. Les consignes sont là et vous pouvez les laisser. Le plus important, c'est remplissez la case. Les consignes vous aident à remplir la case, donc vous les laissez. Donc, vous ne pouvez pas même toucher parce que c'est protégé. Donc, vous n'en avez pas besoin. Ça ne gêne en rien. Donc, essayez de seulement remplir la partie concernant là où vous allez remplir. Merci. Merci beaucoup. Puis, je vais dans l'ordre un petit peu. Par contre, la question de M. Christian, c'était portée aussi sur l'enveloppe globale de tout le financement disponible. Alors, on a touché légèrement un peu sur ça dans le premier diapo, Euh, mais peut-être ce qui est le plus important pour nous ici, euh, sauf les cas où il y a de gros problèmes ou de problèmes substantiels qui vont venir à la lumière quand on regarde la éligibilité légale et commerciale. Et compte tenu aussi de la décision finale de notre comité de pilotage, alors l'Union européenne, Organisation des États de l'Afrique, Caraïbes-Pacifique et les BMZ allemandes, euh, voici les propositions dans cette cercle ici ont une très très haute possibilité et probabilité de passer et de voir la lumière du jour. Alors je pense que ça c'est le Ça, plus important. ça- Peut-être aussi, Hack va toucher sur certaines questions dans les budgets, mais sachez bien que les montants qu'on a demandés au début, aussi dans l'équilibrage, rééquilibrage du budget entre les membres du consortium, comme notre collègue El Hadji Diop nous demande, était importante et votre projet a aussi été jugé sur les chiffres et sur les projections financières que vous avez données. Alors, je tiens à vous dire ça, que c'était déjà une étape extrêmement importante de bien respecter ça. Hack va peut-être nous éclairer un tout petit peu plus, mais sachez qu'on a aussi dû exclure certains projets à cause des montants qu'ils ont indiqués. Alors, il n'est pas question ici dans cette fonds de contrepartie de donner des chiffres X et après sortir avec des chiffres Y. Parce que ça, c'est une partie intégrale de la qualité de votre projet. Alors, sur ça, on doit avoir une compréhension mutuelle pour que nous serons justes envers les autres qu'on a dû exclure à cause de questions budgétaires. Mais je laisse un tout petit peu plus d'espace élaborer ça à mon collègue Hack. Voilà. Il y a déjà une petite réponse dans le chat, mais je pense on va pas trop tarder et peut-être laisser Hack continuer. Je voudrais juste prendre un commentaire de M. Ilassa Ouedraogo. Puissiez-vous revenir sur les indicateurs de performance, s'il vous plaît, le remplissage des indicateurs. Alors, Bernard, merci de déjà ouvrir ça. Et si M. Ouedraogo voudra bien ouvrir son micro, si c'est déjà possible techniquement, et préciser la question, parce qu'on n'aura pas le temps de tout parcourir à nouveau, mais on peut bien sûr éclairer sur certains points. Merci beaucoup. Ok, bonjour et merci pour la parole donnée. Voilà. Bon, je prends par exemple un indicateur de formation et renforcement des capacités. Et on doit renseigner en fait sur la ligne. Et pour le premier indicateur, par exemple, il y a la ligne de base.
Voilà, j'aimerais comprendre ce que ça veut signifier exactement. Maintenant, bon, la cible, bon, ça, j'ai compris. Et aussi, il y a une partie hypothèse. Voilà, bon, si je peux avoir quelques explications là-dessus, merci. Ok. Merci, monsieur. C'est monsieur Drago, mais monsieur. C'était Oui, El Monsieur, Hadji Diop. Monsieur Diap. Ok, et vous avez déjà bien compris. Au fait, la ligne de base, au fait, c'est ça que j'expliquais, c'est la référence. Vous voyez, c'est quand vos projets, parfois c'est lié à des activités que vous faites déjà. Donc peut-être des coopératives, des producteurs avec lesquels vous avez des liens d'affaires. Donc peut-être vous faites déjà des formations sur un certain nombre de choses. Vous, si vous mettez là zéro, c'est comme vous ne faites rien. Donc on veut voir aussi peut-être les efforts qui sont déjà en cours, que vous faites déjà, c'est là où nous mettons la référence. La référence, si vous travaillez, vous travaillez peut-être déjà avec 50 ou bien 100 producteurs et vous voulez atteindre 500, qui est la cible, donc vous mettez les 100 et on voit l'effort que vous demandez, le soutien du projet pour atteindre les 500. Donc c'est ça que nous mettons là, ligne de base, c'est comme une référence par rapport à ce que vous faites déjà. Source et moyens de vérification, vous connaissez ça, c'est les rapports, comment les fiches de présence, c'est un certain nombre où on peut trouver l'information. Donc c'est ça. Et les hypothèses, en termes quand on est dans des projets, et si on veut réaliser une activité ou bien on veut qu'un indicateur soit vérifié, peut-être qu'il a des risques liés à ça ou bien des conditions qui doivent être remplies pour que, disons, l'indicateur aussi soit rempli. Donc, c'est ça que nous appelons hypothèse. Donc, par exemple, si vous dites que vous voulez faire des formations sur peut-être des intrants donnés et que si ces intrants-là n'existent pas, ça, il a un risque. Peut-être que vous n'avez pas, disons, l'intrant sous la main, mais qu'il faut comment aller le chercher quelque part. Donc, vous pouvez mettre comme hypothèse qu'il faut que cet intrant soit là pour que la formation se passe. Et là, ça peut être votre hypothèse. Donc, ça, c'est un exemple que je donne. Ça peut être d'autres exemples. C'est tout ce qui est lié à la réalisation, mais qui peut-être n'est pas entièrement sous votre contrôle que vous mettez comme hypothèse. Et ça aussi, c'est suivi pour que ça, votre activité soit réalisée. Et peut-être une dernière question qui est là et je trouve pertinent, on a déjà dit. Si vous avez des questions spécifiques, envoyez-nous un email, que ce soit à ABF ou bien à Comcachou, et nous allons approfondir les explications, soit en vous contactant directement ou bien en vous donnant des réponses aussi en ligne. Donc ça, c'est important. OK? Merci. Merci beaucoup et je vois aussi déjà, merci Bernard pour les précisions et je vois déjà dans le chat aussi une proposition de M. Diop sur les théories de changement, une chaîne de résultats. Alors, je vois très bien que vous avez beaucoup d'expérience dans la création, le développement de projets de coopération de développement, ce que je trouve une très, très bonne chose. Voici pour l'exemple ici, je pense qu'on va trouver le bon milieu entre vraiment ce que nous voulons, que nous souhaitons avoir de base, et après, vous êtes assez libre à aller plus en profondeur. Par contre, ce que vous évoquez, c'est pas requis. Nous les apprécions parce que ça va nous permettre de bien travailler ensemble et plus vous pensez maintenant, aujourd'hui, au déroulement de votre projet, plus grandes seront les chances de réussite de ce projet ici que nous menons en cours ensemble. Merci. Bon, Hak Abdel, est-ce que tu es prêt pour prendre la suite de la présentation? Tu as déjà les premières pistes de questionnement, mais il y a pas mal de points que tu dois couvrir. La parole, elle est à toi. Merci Bastien, merci Monsieur Bernardo. Je vais dire encore bonjour à tous les participants parce que je me dis, et on vous a félicité, j'insiste beaucoup là-dessus aussi. Et merci aussi pour les détails que M. Bernard a apportés.
J'avais tendance même à vouloir te laisser continuer. OK, nous allons parler des informations sur l'évaluation de l'éligibilité commerciale. Je crois, M. Bernard l'a dit, il vous a montré le timeline. C'est un processus d'évaluation que nous faisons justement pour évaluer les risques liés à un financement. C'est un outil qui est propre aux bailleurs et qui nécessite souvent des évaluations, soit par l'interne ou soit par un externe qui est délégué. Je pense pour ceux qui ont des projets cachous, je pense qu'ils ont peut-être déjà été contactés par une structure externe mandatée pour cela. Donc, globalement, les documents qu'il faudra préparer, on a essayé de les lister ici pour que vous vous préparez à l'exercice. Il s'agit des documents de preuve du chiffre d'affaires, fiches d'information bancaire, documents sur le profil de l'entreprise, organigramme, manuel de procédure. Permettez-moi d'aller vite parce que c'est des choses, je pense que vous allez avoir le temps de discuter avec la structure évaluatrice. Mais ce que je voudrais dire, cette liste, elle n'est pas exhaustive. Ça veut dire tout élément qui pourra permettre à la GIZ ou à cet organe qui évalue de pouvoir donner l'opinion sur le risque que revêt le financement de votre organisation pourra toujours être demandé. Donc, ne soyez pas surpris si d'autres informations complémentaires vous est demandées parce qu'il y a énormément de risques qui sont évalués. Vous allez voir dans le document que M. Bernard a présenté, le full proposal, il y a déjà une certaine forme d'évaluation de risque, mais très opérationnelle et technique, mais il y a d'autres types de risques que nous essayons d'évaluer avec cet exercice d'évaluation de capacité commerciale et managériale. Je veux parler des risques de réputation, je veux parler des risques financiers, je veux parler des risques monétaires et tout ça, on a le devoir d'évaluer. En général, j'aime bien dire qu'il est très, très rare que cette évaluation nous amène à ne pas vous financer. Je vais dire ça comme ça. Par contre, c'est une évaluation qui nous pousse quand même à évaluer correctement le risque qu'il y a à vous financer. Et en fonction de ce risque, justement, une décision est prise au niveau du projet. Et vous aussi, ça vous permet d'évoluer. On peut avancer. Le budget, je pense que c'est, comme M. Bernard l'a dit aussi, c'est l'un des éléments qui a fait souvent objet de beaucoup de discussions. Si vous me permettez, je vais partager mon écran pour vous montrer déjà comment manipuler cet outil-là. Déjà, vous avez le lien, je crois, le site comme Cachou et puis le lien aussi que M. Bernard vous a présenté où vous pouvez télécharger tous ces documents. Globalement, vous avez, supposons vous téléchargez le document, il s'affiche, je pense que vous voyez mon écran, je pense. Hein. Vous verrez le document quelque part là, dans le dossier. Et là, ce sont des macros. Et je crois que c'est pour ça qu'on pensait vous envoyer ça justement par mail pour éviter de détruire le plus possible les macros. Laissez-moi l'ouvrir, je clique habituellement. Vous voyez ce qui s'affiche. J'ai fait exprès de vous créer le maximum de situations que vous pouvez rencontrer. J'ai désactivé certains paramètres de mon ordinateur pour que ça puisse s'afficher pour vous comme ça, pour que vous compreniez. Déjà, vous voyez ici, contenu bloqué, les paramètres, centre de gestion de la confidentialité. Vous rentrez dans le centre de confidentialité. Vous voyez ici, j'ai activé les macros Excel 4.0 lorsque les macros VBA sont activés. Certains ne verront pas ça. Ne paniquez pas. Ça veut dire que votre système est à jour. J'ai fait exprès, comme je l'ai dit pour l'exercice, de désactiver mon système pour que si ça vous arrive, vous comprenez que c'est normal. Et donc, vous mettez le OK. Quand c'est activé comme chez moi, comme ça, je mets juste le OK et je ferme. Au niveau de mise à jour, ça, c'est normalement Microsoft Office qui n'est pas à jour chez moi. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de le mettre à jour. Mais croyez-moi, même si vous ne le faites pas, il n'y a pas mort d'homme parce que, en fait, c'est juste pour vous alerter. Et ça serait affiché, même si j'avais ouvert Word ou j'avais ouvert PowerPoint, ça serait affiché. Donc, il n'y a pas de souci. Par contre, le rouge,
Le rouge, comme vous le savez, c'est toujours dangereux. Contenu bloqué. Quand vous avez cette option, et parfois vous avez aussi un quatrième où il vous dit activer le contenu. Je crois que M. Bernard en a parlé d'un cas tout à l'heure. Comme vous le comprenez, activez simplement le contenu, sinon vous ne pouvez pas avancer. Mais quand vous avez cette situation, refermez tranquillement le fichier, retournez dans le fichier, faites un clic droit et vous faites propriété. Vous allez voir le bouton débloquer. Ça veut dire que vous êtes dans un contexte où votre fichier est bloqué, les macros sont bloqués. Vous cliquez sur débloquer et vous faites appliquer. Et vous faites OK et vous réouvrez votre fichier. Quand vous revoyez, tout a disparu, à part la mise à jour, bien sûr, que je dois nécessairement faire, mais pour le moment qui n'est pas pertinent pour moi. Donc, je le ferme simplement et j'ai mon fichier que je peux manipuler à ma guise. Tout ce qui est jaune, c'est là où vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Bon, pas tout ce que vous voulez, en fonction des consignes, bien sûr. Donc, voilà, je vous montre que c'est devenu ouvert. Avant toutes les manipulations que j'ai faites, si je cliquais, ça ne passerait pas. Et ici, vous voyez, vous avez remarque. Et cette remarque, encore, M. Bernard l'a dit tout à l'heure, ne vous précipitez pas. Prenez le temps de comprendre ce qu'on vous demande et je vous assure, en lisant juste cette petite partie-là, vous comprendrez énormément de choses, comment le fichier est conçu et comment le fichier doit être rempli. Il arrive que ici, vous voyez, je veux prendre l'exemple d'experts. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Supposons que vous avez 10 experts, 12 experts. Vous avez la possibilité d'ajouter une ligne. Regardez ici, ajouter une ligne. Si je l'ajoute, voilà, une ligne s'ajoute. Je peux aussi supprimer une ligne parce que c'est trop vilain, j'ai trop de lignes vides. Je peux la supprimer. Je supprime une seconde, je supprime, ainsi de suite. Ces boutons que vous voyez au top sont des boutons qui vous permettent en fait de modeler votre budget à votre guise. Et ici, vous voyez là, ce lien-là, c'est le lien, on va en parler tout à l'heure, c'est le lien en fait d'éligibilité ou inéligibilité des coûts. Qu'est-ce que vous pouvez budgétiser, qu'est-ce que vous ne pouvez pas budgétiser? Quand vous cliquez là-dessus, ça vous ouvre un fichier, mais ce fichier aussi est sur la plateforme de Comcachou et de Agrobusiness Facilities. Ça vous permet tout simplement de savoir pour la ligne expert de l'entreprise, qu'est-ce que je budgétise, qu'est-ce que je peux comptabiliser. Juste un exemple. Vous voyez, on a souvent cette tendance, ce n'est pas une tendance, c'est ce qui se fait, de planifier les salaires du personnel en mois. Ici, vous allez voir qu'il va vous le demander en homme-jour, comme si c'était des consultants. Il y a une raison derrière et tout ça est expliqué ici. C'est vrai, j'ai encore 1 heure, mais je pense que, et M. Bernard l'a dit, on sera permanemment en soutien avec vous. N'importe quelle question, envoyez-nous. Je crois qu'on a une équipe assez rodée, assez qualifiée pour vous apporter les réponses nécessaires. Il arrive que vous voudriez créer un bloc, un nouveau bloc. Et ici, vous le voyez ici. Quand je dis un nouveau bloc, vous voyez, les blocs, c'est ces rubriques, ces grandes rubriques-là que vous avez. Et là, ça vous permet de créer tout simplement, vous voyez, vous avez le nom de l'entreprise ici, frais de voyage, et vous avez encore le nom de l'entreprise ici. Un second bloc B est créé. Souvent, ces blocs-là sont créés pour faciliter la compréhension ou le fonctionnement des consortiums. Lorsque vous pensez utile de séparer certaines rubriques parce qu'il n'y a pas de proximité avec les autres membres de consortium pour des raisons propres à vous, je ne peux pas citer toutes les raisons ici, vous pouvez créer carrément un autre bloc et qui continue et vous pouvez aussi supplémer un bloc. Allô, j'ai du retour de ma voix, j'espère que ça va. Vous m'entendez? OK, j'avais un retour de ma voix tout de suite. Voilà. Ici, je ne peux pas, il faudra que je remplisse tout. Ici, c'est la partie
c'est une partie qui revient déjà à la GIZ. Et une fois que nous avons le document, vous voyez ici, normalement, il m'a donné un signal d'alerte pour dire que je n'ai pas rempli le numéro de contrat, la date et tout ça. Et il a raison. Il me donne un aperçu avant impression. Normalement, une fois que nous, on a vérifié les données, on prépare maintenant la signature ou la validation. On vous donne le OK, pardon, je vais dire ça comme ça. Et après qu'on vous ait donné le OK, lors de la soumission du bordereau, vous devrez valider sur préparer. Et une fois que vous préparez cela, j'aime insister que la GIZ doit vous donner le OK d'abord parce qu'une fois que vous le faites et que vous le signez et que nous avons des amendements, voilà, ça va vous demander de retourner en arrière pour corriger voilà, les différents éléments. Je vais conclure le contrat. Une fois le contrat conclu, le bordereau de prix est masqué et vous pourrez remplir le relevé des coûts. Donc, voilà, ici, vous pouvez conclure ou forcer le recalcul. Ça, je ne vous le conseille pas. Par expérience, lorsque vous forcez le recalcul, parfois, vous ne faites pas attention et certains macros ratent. Je vous conseille, lorsque vous avez le besoin de renforcer le calcul, ça veut dire que vous avez fait un calcul qui change tout, reprenez un nouveau fichier. Il n'y a pas de souci, supprimez l'ancien, reprenez. C'est un fichier qui est très fourni en macro et trop de manipulation tout de suite vous bloque dans l'élaboration du contrat. Après, vous allez comprendre que ce fichier aussi, c'est le fichier qui vous permet de faire votre rapport financier, mais ce n'est pas l'objectif de la présentation. Voilà, je vais rapidement parcourir les rubriques. Expert de l'entreprise, voilà, il y a une méthodologie de calcul que vous allez voir dans le guide que nous avons partagé justement dans le cadre de ce processus de sélection de projet. Et ici, vous avez le taux journalier bas salaire des collaborateurs. Ça veut dire il faut les noms. Voilà, on met les noms des collaborateurs. Si vous n'avez pas les noms prêts, ce n'est pas grave. Parfois, vous savez, il y a des postes qui ne sont pas encore fournis. Il faut mettre en ce moment NN. Et Dieu merci, avant, lorsque la personne est recrutée, il fallait encore faire un avenant. Mais Dieu merci, au niveau de la GIZ, nous sommes en train de travailler aussi avec le service juridique et les choses ont été facilitées maintenant. Un courrier officiel permet simplement de repositionner les choses et de vous permettre d'aller de l'avant après le recrutement, bien sûr, où vous allez partager le CV du staff avec nous. La question de savoir pourquoi partager nécessairement le CV de celui qui a été recruté ou le CV du staff, parce qu'on va évaluer ici après les coûts mensuels. Ça veut dire que ces coûts ne sont pas des coûts au hasard et ça va faire peut-être objet de discussion si nous les trouvons trop exagérés. Mais si nous les trouvons trop bas, nous évitons en général d'impacter aussi la rehausse parce que nous sommes dans la durabilité et nous ne voulons pas habituer peut-être un staff à un salaire que vous ne pourriez pas tenir dans le long terme. Donc, voilà un peu l'approche qui est tenue au niveau de cet taux journalier. Les frais de voyage. Les frais de voyage, pays d'intervention, vous allez souvent entendre, OK, et souvent vous posez la question, quel est le taux de la GIZ? Le taux de la GIZ est le taux plafond utilisable. Ça veut dire, si vous êtes dans un pays comme le Burkina Faso, le taux interne au Burkina Faso est le taux applicable. Et il est détenu par notre bureau du Burkina Faso. Par contre, je vous le dis, si vous avez des raisons qui expliquent que ce taux ne vous arrange pas, alors, et que ces raisons sont valables, et il y en a, le contexte sécuritaire, il y a plein d'aspects, c'est discutable et discutable avec la GIZ tout simplement, mais il faut le documenter et l'expliquer. Donc, pour cette rubrique, ce que je recommande tout le temps, mettez d'abord vos propres taux, ce que vous utilisez habituellement. Et nous allons amender en fonction de ces règles internes. Parce que si nous devons envoyer le taux de chaque pays à tous les participants, ça nous prendra éventuellement des mois. Donc, voilà. Ensuite, ici, j'ai le bloc B qui est, comme je le disais tout à l'heure, la même chose. J'ai créé un bloc. Donc, je descends sur les externes.
On aurait des externes. Ça, c'est les consultants, les prestataires que vous utilisez dans la mise en œuvre de vos activités. Et il y a une règle simple pour ces prestataires-là. À partir de 1 000 euros, il faut 3 offres de concurrence, comparer les 3 offres et sélectionner le moins 10 ans. Et quand je dis le moins 10 ans, je n'ai pas dit le moins cher nécessairement. Ça veut dire celui qui répond déjà aux caractéristiques techniques. Et ceux qui ne répondent pas aux caractéristiques techniques, même quand ils sont moins chers, il faut les exclure parce qu'ils ne satisferont pas vos besoins. Et maintenant, parmi ceux qui satisfont vos besoins, vous choisissez éventuellement le moins cher. Donc, c'est l'expression moins disant que je voudrais clarifier parce que cette question m'est revenue aussi très souvent. Et voilà. Les matériels et équipements. Il y a un aspect quand même assez important de matériel et équipement que nous avons partagé dans les présentations aussi. Les matériels et équipements ne peuvent pas excéder 30% de tout le budget. Ça, c'est très important que vous veillez à cela avant même de nous l'envoyer. Vous faites le point de tout ce qui est matériel et équipement qui ne doit pas dépasser. Mais, j'insiste, si votre projet, ça c'est la règle, et ça va nécessiter vraiment que à la base, si vous n'avez pas de raison solide de vous donner une exception, que votre projet soit exclu. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus parce que la règle est claire. Mais parfois, ce n'est pas faisable et comme je le dis toujours, la meilleure manière de régler les problèmes, ce n'est pas la communication. Décrivez le problème et le conseil d'administration, le conseil de sélection va amender. Et si ça ne passera pas, ça ne passera pas. Mais je vous garantis que c'est très rare. Et il vaut mieux rester en dessous de 30%, le matériel équipement. Par contre, il y a une question aussi qui revient très souvent. Le matériel acheté, à qui cela sera donné à la fin? Vous savez, nous utilisons les fonds publics au niveau de la GIZ pour impacter l'intérêt public, pas l'intérêt privé. Par contre, nous sommes conscients du rôle important du secteur privé dans la réalisation et dans l'atteinte de nos objectifs. En ce sens que, lorsque nous investissons avec vous et que nous achetons un nouveau matériel tout neuf, cela veut dire tout simplement que ce matériel, à la fin, devra être donné à une organisation à but non lucratif, comme une association, comme une ONG et tout ça, mais qui sera discuté, bien sûr, en accord avec vous, soit au début du contrat, soit avant le dernier rapport financier et l'audit du contrat. Mais nous sommes conscients que parfois, vous souhaitez garder le matériel. Lorsque vous souhaitez garder le matériel, en ce moment, il est recommandé, ou il est obligatoire d'ailleurs, que ce ne soit pas les coûts d'acquisition qui soient mis au niveau du matériel, mais que ce soit plutôt le coût d'amortissement au prorata de l'utilisation qui est faite. Laissez-moi être clair par rapport à cela. Vous avez une machine de transformation du maïs en poudre de maïs, en farine enrichie, ça c'est un exemple. Cette machine, vous l'avez déjà dans votre usine. Et vous dites, OK, je veux l'utiliser dans le cadre de ce projet GIZ. Vu que vous voulez l'utiliser dans ce projet GIZ, on n'a plus besoin d'acheter la machine. Elle existe déjà. Et puisqu'elle existe, vous avez peut-être cette machine-là qui travaille 8 heures par jour. Vous avez un relevé d'heures de travail. 8 heures par jour. Et vous vous dites que pour l'atteinte des objectifs de ce projet, j'ai besoin d'affecter cette machine-là 4 heures par jour pour le projet GIZ. Ça veut dire que ça fait 50% d'utilisation de la machine. Et là, qu'est-ce qui se fera? Une évaluation de la valeur locative de la machine sera faite et 50% seulement de ce coût-là pourrait être affecté au projet. Il y a aussi l'amortissement. Ça veut dire quoi? Vous n'aviez pas la machine dans l'usine, vous voulez acheter la machine, vous allez acquérir la machine. Et en ce moment, un taux d'amortissement sera fixé avec la GIZ, bien sûr. En général, c'est 5 ans pour les machines, 3 ans pour les ordinateurs, mais qui fait objet quand même de discussions et d'accords entre la GIZ et nous. Et une fois que la machine est achetée neuve, on fait l'amortissement et on dit, en ce moment, vous allez vous rendre compte que cette machine, elle est utilisée pour le projet GIZ. Et en ce moment, on va dire, OK,
nous allons couvrir l'amortissement, la dépréciation de cette machine pendant la durée de vie de ce projet GIZ. Et on s'accorde sur le taux d'amortissement qui sera mis au niveau des autres frais en ce moment, pas au niveau de matériel et équipement, mais plutôt dans la ligne autres frais de budget. Je sais, c'est beaucoup d'informations pour vous. Prenez le temps de lire le guide d'éligibilité que vous pouvez télécharger sur le lien tout en haut ici, en bleu, ou qu'on va vous partager aussi, qui se trouve sur la plateforme. Lisez ce guide, tout y est expliqué. Il n'y a rien de caché dedans. Et autres frais, en général, c'est tous les autres frais, comme vous le savez. Voilà. Il y a même, c'est là que la ligne audit est planifiée et qui a, si je me trompe, un maximum de 3 500 € par an. Mais là encore, il y a un processus de sélection de l'auditeur qui doit nécessairement être validé par la GIZ. Ça veut dire que vous sélectionnez l'auditeur et une fois que l'auditeur est sélectionné, vous partagez le CV de l'auditeur ou du cabinet de l'auditeur avec nous. Et une fois qu'on a validé, cet auditeur-là sera l'auditeur qui va valider vos coûts. Pourquoi? Parce que vos pièces justificatives ne viendront pas à la GIZ. Seul votre rapport financier viendra à la GIZ. On a besoin d'un œil expérimenté, expert, pour nous dire ce que vous nous avez écrit dans le rapport financier, exactement ce qui se trouve sur votre table dans vos bureaux. Et donc, cet auditeur viendra selon ce guide que je vous ai dit de télécharger, le guide d'éligibilité, il sera collé à ce guide-là. Il ne va pas créer ses propres règles. En dehors, bien sûr, de la déontologie locale. Je vais vous donner un exemple. Supposons que vous êtes dans un pays où on vous dit qu'il faut nécessairement des factures normalisées. L'auditeur rejettera. Vous n'allez pas trouver ça dans notre guide parce que nous, on travaille avec plusieurs pays. Donc, vous devez respecter la GIZ. Elle a le devoir d'abord de pousser ses partenaires au respect des normes nationales et maintenant, éventuellement, les normes additionnelles que nous aurons à convenir ensemble dans le guide, vous aurez à les respecter aussi. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Le budget, je reviens rapidement sur le fichier. Et ici, bien sûr, c'est le pourcentage de prise en charge qui est mis. Laissez-moi mettre 40%. Vous voyez, il me dit là automatiquement, 40%, c'est le pourcentage de votre prise en charge. Donc, si je mets 60, ça veut dire que la GIZ, elle prend 40%. Et automatiquement, elle est répartie. Et c'est là le plus important de l'information que je vais vous partager maintenant. Ici, vous budgétisez tout le budget global. Ça veut dire quoi? Si il est prévu 40% pour GIZ, 60% pour vous, vous n'allez pas budgétiser ici que la partie GIZ. Vous budgétisez les 100% du budget. Et c'est seulement en bas, en appliquant le pourcentage, que le fichier va vous répartir automatiquement la partie que GIZ paye et la partie que vous payez. Ce qui veut dire quoi? Nous supportons ensemble les risques. Une ligne budgétisée à 10 000 € où vous avez fait des économies, nous ferons des économies ensemble. Une ligne où vous avez fait des pertes, nous ferons des pertes, mais à hauteur de 10% et de 2 500 € maximum ensemble, sinon demandez simplement un avenant. Voilà globalement la structure du budget. J'espère avoir parcouru un bon nombre d'éléments qui vous seront utiles, mais comme je l'ai dit, je suis conscient que certaines choses vont vous paraître théoriques pour le moment, et une fois que vous serez dans le B, les questions vont revenir dans votre tête. N'hésitez pas, envoyez simplement un mail. Nous voudrons comprendre telle ligne, vous voulez confirmer, mais rappelez-vous, on a partagé avec vous toutes les ressources possibles que vous pourriez avoir. Et ces ressources-là, tournez d'abord vers ces ressources-là, à savoir le guide d'éligibilité, les plateformes qu'on a mis, il y a les vidéos YouTube, il y a les webinaires qu'on a organisés. Renseignez-vous d'abord là, et si toujours vous avez des incompréhensions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Comme je l'ai dit, on a une équipe assez fournie pour justement vous accompagner dans le processus de sélection. Donc, laissez-moi revenir à mon document pour le partager. Je pense, je crois avoir déjà dit beaucoup de choses qui sont déjà dans le PowerPoint. Mais voilà, je vais les parcourir. Je crois que je vous ai parlé. Enable Editing ici,
c'est justement activer le contenu, vous le savez. Mais moi, je suis allé plus loin en créant des situations qui peuvent vous arriver. Et vous allez voir chez moi, il y avait beaucoup de traits. Et je vous ai expliqué ce que chaque trait voudrait dire. Le seul qui est compliqué, c'est le rouge. Et je vous ai montré comment repartir sur le fichier et le débloquer. Donc, voilà ce qui peut arriver. Mais si vous êtes toujours bloqué, n'hésitez pas à nous revenir. Voilà, block content. Je vous ai montré comment ça se gère. Et toujours, un élément important. Vous avez vu, j'ai enregistré le fichier dans mon dossier d'ordinateur. Ne restez pas sur la plateforme et modifiez en ligne. Les macros ne prendront pas. Très, très important. Voilà, je vous ai parlé de la note. Et les notes, c'était vraiment pour vous expliquer. La note, c'est en anglais. Bon, vous verrez remarque en français. Et là, ça va vous montrer comment il faut le remplir, comment ajouter les blocs. Je vous ai ajouté un bloc. Et quand vous ajoutez un bloc, vous allez voir, vous aurez A et vous aurez bloc B, vous aurez bloc C. Et chaque bloc revient avec les mêmes rubriques. Et souvent, c'est très pratique quand vous voulez vraiment séparer les responsabilités au niveau du consortium. Bon, ce n'est pas exigé. Mais bon, si vous voulez fonctionner comme ça, ça peut aller. Voilà, je vous ai parlé de la page YouTube où vous pouvez aller voir la vidéo et voir comment ça marche, les lignes directrices sur les coûts éligibles. Je vous ai montré aussi ça. Vous pouvez la voir sur le modèle du budget qui vous sera envoyé par mail ou sur les plateformes qu'on a eu à partager. Mais pourtant, il y a quand même des points importants. La plupart des contrats seront établis sous la forme d'accords de mise en œuvre. Oui, c'est très important. Comme vous le dites, ça va vous paraître, OK, c'est un accord. Mais nous, ça veut dire beaucoup de choses pour nous à la GIZ. Ça demande certaines règles, certains critères et justement, c'est tout ça que vous verrez dans le guide de coûts éligibles. La GIZ verse des avances à intervalles réguliers au demandeur principal qui a l'obligation légale de gérer les fonds dépensés et d'en rendre compte conformément aux normes de la GIZ. Je crois que c'est très important. Chaque ligne budgétaire sera répartie entre la partie de votre consortium et la GIZ selon les parts convenues. Dans cette partie, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, s'il vous plaît, je sais que souvent les gens viennent dire OK, nous on va prendre les salaires en charge, GIZ va prendre équipement en charge, ça ne marche pas comme ça. Vous prenez les salaires en charge, on les prend en charge tous ensemble. Vous voulez les équipements, on les paye tous ensemble au prorata retenu entre nous dès le départ. Donc, c'est très, très important. Le modèle de budget fourni vous donne une idée claire de ce à quoi il ressemblera. Je crois que j'ai parcouru ça avec vous. Vous avez tenu compte des boutons de soutien intégrés dans le document. Je crois que je les ai parcourus aussi. Et les lignes supplémentaires peuvent être ajoutées. J'ai ajouté de lignes, j'ai supprimé de lignes, j'ai ajouté de blocs, j'ai supprimé de blocs aussi. Je crois que vous avez vu comment j'ai opéré. Tout est là, en français et en anglais. Je crois que c'est assez clair. Seuls les coûts directs sans majoration peuvent être couverts. Ici, on a essayé de vous faire le point des coûts éligibles et inéligibles. Et tout ça, vous allez le voir dans le guide dont je parle tout à l'heure. Et on a quand même voulu ressortir les deux premiers points parce que ça aussi fait partie de l'expérience qu'on a eue avec nos partenaires privés ou des partenaires. Nous avons des processus parfois qui prennent du temps. Parfois, des partenaires viennent, oh, OK, nous sommes dans une activité saisonnière et voilà, nous, on a déjà acheté les noix de cajou. On veut que ce soit éligible. Et vous le savez, légalement, un coût n'est éligible que lorsqu'il est dans la période contractuelle. Si vous avez ce cas, annoncez plus tôt et par exception, nous pourrons encore discuter avec notre service légal et nos responsables aussi pour voir s'il y a possibilité d'un backdating ou d'un rétroactif. Mais croyez-moi, sans être dans la durée du contrat ou mentionner clairement dans le contrat, ce coût sera inéligible. Les coûts ici éligibles, on a essayé de les énumérer. Je crois que j'en ai parlé aussi. Les salaires, les honoraires, les frais de voyage, billets d'avion. Et les billets d'avion, croyez-moi, c'est toujours classe économique. Vous comptabilisez classe économique, coût des matériaux, de l'équipement, coût des biens de l'équipement. Je vous parlais du maximum de 30% de la valeur du contrat tout à l'heure et des autres coûts. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est qu'est-ce qui n'est pas éligible? Les frais de vente et de distribution, y compris les frais de publicité. Très important de savoir que ça ne peut pas marcher parce que vous bénéficiez de ces activités-là sur le long terme, hors période contractuelle, et nous n'avons pas, et ça c'est très important que vous le compreniez, en tant que GIZ, nous avons le devoir de ne pas fausser aussi la concurrence sur le marché. Et vous êtes
du secteur privé. Donc, nous essayons vraiment de rester dans le juste milieu. La taxe professionnelle communale, qui est une taxe que vous payez de toutes les manières, avec ou sans nous, de coûts de recherche, de développement indépendant. Veuillez consulter aussi l'annexe 3, ligne directrice de coûts éligibles. Je vous le dis, c'est le meilleur guide. C'est assez clair, assez détaillé, rubrique par rubrique. Vous verrez qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui ne passe pas et qu'est-ce qui passe à quelles conditions. Donc, voilà un peu les différentes rubriques. Merci beaucoup. J'espère ne pas être allé trop vite. Je sais que c'était beaucoup d'informations. J'ai essayé de brosser un peu de tout. Et nous sommes là pour les questions déjà maintenant. Et éventuellement, après, n'hésitez toujours pas à nous revenir. S'il y a n'importe quelle question, je pense que l'équipe est là pour ça. Merci beaucoup. Bastien, à toi la parole. Merci beaucoup, Hack, vraiment pour nous clarifier beaucoup de points sur le budget. On a beaucoup apprécié que tu as déjà mis quelques cas potentiels de difficultés d'accès aux fichiers, de choses vraiment pratiques. Alors, on espère que ça nous aidera vraiment à travailler ensemble pour l'élaboration d'un budget clair. Mais, comme tu le disais aussi, on va écouter les participants de cet appel pour les questions concernant la deuxième partie de notre présentation de M. Hack. La parole est à vous, chers participantes et participants. Je peux déjà répondre à une question du chat. S'il te plaît. Par exemple, au Sénégal, est-ce que la GIZ applique les taux retenus dans le cadre du G50 des partenaires techniques et financiers? Malheureusement, non, pas encore. C'est en cours de discussion parce que les partenaires publics se sont plaints, mais malheureusement, ce n'est pas encore acté. Le bureau régional du Sénégal, c'est curieux parce que c'est un sujet qu'on a eu il y a seulement une semaine en interne. Ce n'est pas encore fait, mais si c'est fait, croyez-nous, on a jusqu'en février-mars. Si c'est calé en ce moment, vous serez informés et mandatés. Sinon, actuellement, il y a un taux interne avec une note de service interne qui permet de fixer les taux selon ce que le bureau GIZ du Sénégal juge raisonnable pour les missions en interne. Et tant que tu es payé par les fonds GIZ, cette note de service est appliquée. Mais je suis d'accord qu'il y a un débat sur ces nouveaux taux-là, mais malheureusement, ce n'est pas encore accepté parce qu'on a une chaîne hiérarchique très élevée à la GIZ pour décider de ces choses-là. Donc, c'est en cours de discussion. Juste pour clarifier ce point de M. Diop. Merci beaucoup pour cette première clarification. Monsieur Draman, s'il vous plaît. On ne vous reçoit pas encore. Pourriez-vous vérifier votre micro, s'il vous plaît? On ne vous entend pas encore. Est-ce que vous pouvez mettre la question dans le chat avec toutes nos excuses? Merci beaucoup. Puis, Monsieur Christian, encore une fois, merci beaucoup à votre question. OK, merci à vous. Je voudrais avoir un peu plus de précision sur les équipements à la fin. Les explications qui ont été données, j'ai compris. Bon, moi, je le comprends un peu dans un contexte de projet de développement. Mais ici, nous sommes des entreprises privées et si nous sommes amenés à acheter des équipements, ça va être surtout pour le processus de production. Donc, dit que ces équipements vont revenir à des organisations à but non lucratif, je ne comprends pas bien parce que déjà, certainement, ça va être des organisations qui n'auront pas grand-chose à faire de ces équipements si ce sont des équipements de production. Donc, est-ce que dans notre cas spécifique d'entreprise privée, est-ce que cette règle-là s'applique à tous les équipements? Merci. Oui, merci beaucoup, M. Christian, pour la question que je trouve assez pertinente. Mais oui, elle s'applique malheureusement au secteur privé, surtout au secteur privé, mais j'aimerais quand même vous inviter à voir ça un peu différemment. Vous voyez, aujourd'hui,
le développement et l'innovation dont on parle. Parfois, vous savez, il y a des secteurs où des entreprises ont des associations, des partenariats très solides avec des associations. Je veux parler des associations de producteurs, des associations de transformateurs en fonction du secteur dans lequel vous êtes. Et la transformation parfois commence de chez le partenaire. Ça peut ne pas commencer de chez vous. Et le produit que vous recevez est un produit plus ou moins déjà transformé et le processus est plus allégé. Donc, parfois, dans ce contexte-là, ça arrange ce genre d'entreprise d'acheter du matériel, de renforcer ces partenaires à but non lucratif des associations qui leur produisent quelque chose de qualité, qu'ils récupèrent de façon exclusive et continuent l'emballage ou la fin du processus de transformation pour se concentrer peut-être sur le marché international. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Ça veut dire, nous, en tant que GIZ, nous essayons d'imaginer tous les cas. Mais si vous êtes dans un contexte où vous voulez garder le matériel, comme je vous l'ai dit, on doit plutôt discuter sur l'aspect amortissement. Et on va évaluer l'amortissement du matériel ensemble selon ce que vous jugez réaliste pour vous, que vous nous soumettez. Et nous, on va analyser avec notre bureau du pays. Et une fois que c'est analysé, à la fin, le projet peut durer 2 ans, 3 ans. À la fin, le matériel reste chez vous et nous, on aura payé pour l'amortissement de ce matériel que vous avez affecté à notre projet. Voilà, malheureusement, c'est un peu ça. Je sais que c'est parfois difficile à saisir, mais malheureusement, c'est comme ça avec les équipements. Merci beaucoup, Hak. Si tu jettes un coup d'œil dans le chat, il y a aussi 2 questions. La première de M. Draman qui nous demande est-ce que, par exemple, pour participer à une conférence internationale, est-ce qu'on peut prendre en charge les frais de participation? Si la participation à la conférence internationale est directement liée aux objectifs du projet, et ça, c'est mes collègues techniciens qui vont évaluer cela, et si oui, bien, vous planifiez ça dans le budget. Et en ce moment, très belle question, nous n'appliquons plus le taux national, nous avons un taux international qu'on va vous appliquer en ce moment. Mais, je vous l'ai dit, la conférence, les outputs de la conférence doivent avoir vraiment un impact direct sur la réalisation du projet avant que les collègues techniciens ne l'approuvent. Voilà. Merci beaucoup, Hak. Je suis très d'accord. Ça sera quelque chose qui sera vraiment regardé avec une vue assez critique, réaliste Exact. mais critique, parce que bien sûr, ça peut avoir des effets positifs, mais dans ce genre de projet, on vise surtout vraiment multiplier les effets sur le groupe cible et sur le récipient vraiment de base. Et une bonne partie consacrée à un voyage, à une conférence, à une participation à une conférence, même si ça mène à plus de chiffres d'affaires et tout ça, sera un peu plus difficile à justifier que des autres activités. Et en tant que ça, moi, en tant que responsable technique, je devrais aussi juger ou prendre ma décision basée sur ces faits. Alors réfléchissez bien, s'il vous plaît. Je note une deuxième question d'un de nos frères du Sénégal qui nous demande si le niveau de contribution financière est fixe pour le demandeur et si c'est le cas, il est de combien? Oui, pour EBF, je ne vais pas parler. Je sais que pour le secteur du cajou, pour la filière du cajou, c'est 60-40. Donc, 60% pour vous et 40% pour la GIZ. Monsieur Bernard, je ne sais pas, c'est pareil pour les autres secteurs. Ouais, c'est 50% dans le cadre des autres filières. Au plus, Okay. 50%. Donc, vous pouvez aussi faire du 60% pour vous, mais au plus, c'est 50%. Donc, Oui. voilà, c'est ce que. Et on avait même déjà mis ça depuis la note conceptuelle. Donc, ça, il n'y a pas de souci pour ça. OK. Good. Merci aussi pour ces clarifications de côté des 2 projets qui ici ont une légère différence qui Bernard et Hak ont bien expliqué. Je suis à l'écoute encore des autres questions.
Je regarde également le chat. Pourtant, je ne vois rien de nouveau là. Je pense que les questions viennent souvent au moment de l'élaboration des budgets, des concepts, non? C'est pour ça que je pense qu'on va rester disponible pour eux. On est ici encore à l'écoute. Tout à fait, je pense maintenant, les questions viendront en pratiquant, en les faisant. Bon, on a une dernière question. Quel est le taux acceptable pour le chef de file et les partenaires? Le taux de contribution? Ce n'est pas spécifié, mais je suppose que ça s'applique au taux de contribution. Oui, merci. J'ai la réponse. Comme on l'a dit, c'est 60% pour le cajou. Ça veut dire pour le chef de file et les autres membres du consortium, vous devez vous organiser pour contribuer à 60%. Pour les autres filières, comme M. Bernard l'a dit, c'est au moins 50%. Bon, il a dit si vous voulez contribuer à plus, tant mieux. Mais voilà, c'est ce qu'il y a. Maintenant, je vais voir la question plus profondément. Il n'y a pas un taux pour dire, OK, parce que je suis chef de file, je donne ça, les autres membres du consortium vont donner ça. Ça, c'est votre organisation interne. Mais sachez que le chef de file doit être l'entreprise la plus solide parce que c'est elle qui sera principalement évaluée. Les autres vont être évalués en termes de réputation, risque de corruption et autres. Mais lui, il doit être assez solide. Et quand je dis solide, sur les bases des critères de solidité que vous connaissez, stable, bon chiffre d'affaires, taux de solvabilité correct, voilà. Donc, il peut même ne pas avoir une très, très forte contribution dans le consortium, mais il doit être le plus solide, parce que ça dépend de comment vous voulez vous organiser. Mais à la fin, quand on regroupe votre contribution, consortium compris, je veux dire, il doit être 60% pour le cajou et au moins 50% pour les autres filières. Merci beaucoup, Hack. Peut-être pour ajouter à la question aussi de M. Antoine, nous avons vu ça dans certains cas, dans les premières rounds de la première tournée de notre fonds de contrepartie, qu'il y avait des cas où malheureusement le chef de file n'a pas pris assez sérieusement l'esprit de coopération avec les partenaires, qui ne sont pas simplement une marionnette, ce sont dans tous vos projets des partenaires clés à l'implémentation. Et en tant que ça, je peux vraiment seulement vous encourager à réfléchir aussitôt, dès maintenant, vous l'avez déjà fait, mais encore une fois en profondeur, comment est-ce que vous allez gérer les questions budgétaires avec vos partenaires de consortium? Parce que si des problèmes viennent à jour plus tard, même un petit partenaire, il peut mettre en danger si vous ne l'incluez pas bien dès le début. Ça peut créer des problèmes un peu plus tard. On veut éviter ça. Alors, ils ne sont pas là simplement pour le papier, ils sont là parce qu'ils ont une fonction clé dans votre projet. Alors, un petit appel parce qu'on a eu ce genre de cas aussi. Bernard, tu as ta main levée aussi pour une clarification, je suppose. Oui, merci Bastien. Merci vraiment pour ces clarifications. Vous voyez que le budget est très, très, très important dans ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Tout ce que Hack a expliqué, ce n'est pas trop difficile. Essayez de prendre votre temps, lisez les guides. C'est le plus important. C'est-à-dire, vous pouvez nous poser des questions, mais tout est écrit aussi. Et prenez votre temps. Il vous a donné des astuces qui sont très importantes. Bon, c'est aussi dans nos vidéos. Donc, essayez le plus possible d'aller sur nos sites web pour exploiter la documentation existante, les vidéos, les présentations. Même cette présentation, quelqu'un a parlé de ça. Nous allons remettre ça sur les sites web. Et vous aurez accès, même aussi l'enregistrement sera sur le site web, donc vous pouvez encore regarder. Donc à vous de prendre votre temps pour ça, parce que ça c'est vous qui vraiment voulez avoir ce partenariat, donc essayez de consacrer un peu de temps, ne vous jetez pas et nous envoyer de n'importe quoi. Quelqu'un posait la question, combien de projets seront retenus jusqu'à la fin, au début, je reviens un peu sur ça. Ce n'est pas garanti que vous êtes parti, vous êtes proche.
mais faites vraiment du sérieux, envoyez-nous des choses très convaincantes. Dans les détails, vous avez la chance. Sinon, nous n'avons pas encore l'argent pour les 52 projets retenus. Ce n'est pas 100% qu'on a l'argent. Je peux vous dire ça. Donc, on a encore quelques marges de dire on peut descendre pour éviter que ce soit vous qui fassiez, disons, soit à les victimes. Essayez de mettre du sérieux dans vos rédactions. L'année passée, on a eu le même cas. Des gens sont tombés parce qu'ils ont été légers. Donc, vous êtes très proches, mais travaillez, lisez tout. C'est pourquoi on vous renvoie au site web. C'est très important. Avant de remplir chaque partie de votre proposition complète, essayez de vraiment lire et aussi la même chose pour le budget. Donc, ce n'est pas des questions, mais je reviens un peu sur ça. C'est très, très important pour éviter que vous avez une bonne idée, mais le fait que vous n'avez pas été convaincant, banalisé, là, ça va être dommage pour vous. Et quelqu'un a posé la question concernant comment contacter. Merci, Ania. Donc, c'est mis, c'est les emails fonctionnels ABF, Fond et Cachou qui sont les emails auxquels il faut envoyer vos questions. Et nous sommes tous connectés pour vous répondre à vos questions. Donc voilà un peu ce que je voulais. Et vraiment, je remercie Hack pour cette description qu'il vient de faire par rapport au budget parce qu'on a trop de problèmes. On a mis aussi dans la présentation qu'on aura encore des séances sur le budget. Même après que vous ayez envoyé, nous aussi, nous sommes conscients que vous avez souvent des difficultés. Et on a dit, quand on va recevoir, si c'est OK, si ce n'est pas OK, on va vous envoyer encore des questions. C'est pour éviter que nous rentrons dans des incompréhensions. Donc, soyez vraiment très, très succinct, clair, utilisez les critères, les guides pour vous présenter un bon budget. Merci. Merci beaucoup, Bernard, aussi. Hack, je vois aussi que tu es en train de répondre. Tu peux aussi arrêter de partager l'écran si tu veux, comme ça on se voit mieux. Bon, je pense qu'il y a des flexibilités. On a parlé un peu de la flexibilité qui est très petite. Je pense que ça c'est déjà bien répondu dans le chat. Il y a encore la question de M. Antoine sur le taux acceptable. On a bien parlé sur ça. Pourtant, on peut peut-être lui donner aussi d'indications où il peut trouver le taux acceptable pour son pays. Si vous voulez spécifier ça, s'il vous plaît. En fait, je pense que M. Antoine parle plutôt de si par exemple vous avez une entreprise A, B, C et qui forment le consortium. Merci. Il se dit quel est le taux que l'entreprise A, qui est l'entreprise leader, doit contribuer. Je pense que c'est comme ça que j'ai compris sa question. Et je lui disais que l'idéal serait que le leader ait plus à contribuer. Ça, c'est ce que nous recommandons parce que de toutes les manières, son évaluation sera la plus stricte que nous ferons. Mais dans le call qu'on a eu à faire passer, on a eu des cas où, pour des raisons spécifiques, et ça se discute, et comme je l'ai dit, il y a un comité ou deux comités même qui siègent sur ça, tout est pris en compte, et là je parle un peu de flexibilité, ou si ce n'est pas possible, on peut expliquer pourquoi. Je crois, je ne vais pas sortir les noms des organisations ici, mais pourquoi Bastien sait de quoi je parle, où on a dû revoir le leader, mais le projet reste toujours viable. Donc, on ne va pas vous dire non, il faut, mais vous savez ce qu'il faut faire, le leader doit contribuer plus, mais si ce n'est pas possible, n'hésitez pas, expliquez votre réalité et nous, on va rentrer dedans et le comité est très expérimenté pour vous dire c'est logique ce que vous dites, ce n'est pas logique et on va amender par rapport à cela. Ça fait partie des flexibilités qu'on a voulu laisser pour prioriser la qualité des projets. Voilà un peu comment je peux répondre à M. Antoine. Merci beaucoup, c'est parfait comme réponse, je pense. Merci beaucoup. Je regarde encore dans le chat et aussi parmi nos chers participants, s'il reste encore des questionnements.
si ce n'est pas le cas, je pense aussi, je prends l'occasion de remercier surtout les présentateurs d'aujourd'hui, Bernard Akbo et Abdel Ibrahim Safidi. On vous remercie beaucoup pour vraiment le niveau de détail et de compréhension, je pense aussi, que j'espère que nos participants ont vu et vécu ici dans cette séance. D'informations sur la préparation de propositions complètes de nos propositions pour le fonds de contrepartie. On a vraiment hâte de voir vos propositions complètes. On sait très bien que vous allez nous contacter. On est là pour ça. N'hésitez pas, s'il vous plaît. Respectons ensemble les échéances. Vous avez vu le calendrier. Il faut se mettre au travail dès maintenant. On espère que vous avez toutes les informations nécessaires. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez re-regarder ce webinaire. Il y a pas mal de documents et de liens ici dans le chat aussi qui sont importants pour vous. On est là aussi à votre disposition avec les mails de fonction cajou@gz.de et abf-fund@gz.de qui sont également dans le chat. Toute l'équipe ici, technique, financière, a accès à ces emails et vous répondra vraiment dans les meilleurs délais. Je remercie également tous les autres collègues qui ont participé ici à la préparation et à la présentation, Véronica, Anya, Olivia, Lucas, tout le monde de ADF et MOVE. Je remercie tous les participantes et participants ici pour votre intérêt, votre patience et aussi toutes les questions pertinentes qui nous montrent qu'on est ensemble sur le bon chemin vers des projets vraiment de grand succès. Bon, je demande la permission de clôturer la séance à tout le monde. On va demander la route, comme on dit au Bénin, et on se revoit très, très, très tôt aussi. D'accord. Ouais. Un grand merci à tout le monde. Allez, Merci Bastien. Et Merci, encore bye bye. bravo pour la facilitation. Très bien fait. Et Merci. bon séjour pour le reste de ton séjour en Égypte. Bye bye. Merci beaucoup. Merci Ouais. beaucoup.